Vladimir Poutine, l'homme inarrêtable que tout le monde craint. De 76% des voix, c'était le 18 mars 2018. Le soir de sa victoire, la foule en liesse célèbre avec lui la Grande Russie éternelle. Et si Poutine décidait du prix de l'immobilier en France sans jamais poser un pied sur notre sol? Ce sujet peut sembler éloigné de notre réalité, mais cet homme a en réalité une influence directe sur notre économie et nos investissements. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la géopolitique mondiale, en particulier les actions de Vladimir Poutine, impactent le marché immobilier français et quelles opportunités pourraient se présenter en 2026 pour les investisseurs avisés. Vladimir Poutine, un nom qui évoque instantanément la puissance, la stratégie et la longévité politique. Son ascension fulgurante est d'autant plus fascinante que rien ne le prédestinait à devenir l'homme fort de la Russie. Né dans un milieu modeste, voire précaire dans les années 50 en URSS, le jeune Vladimir grandit bercé par les récits héroïques de la Seconde Guerre mondiale. Après des études de droit, il intègre le KGB, les services secrets soviétiques, où il forge sa vision du monde et développe cette méfiance envers l'Occident qui caractérisera plus tard sa politique. La chute de l'URSS en 1991 aurait pu signer la fin de sa carrière, mais c'est au contraire le début de son ascension. C'est l'histoire de la chute d'une superpuissance, l'Union soviétique. C'était il y a 30 ans tout juste, en décembre 1991. 6 ans auparavant, Mikhail Gorbatchev a pris la tête de l'URSS, mais l'homme de la perestroïka et de la glasnost ne parviendra pas à sauver le colosse au pied d'argile. L'économie est exsangue après des décennies de mauvaise gestion et de course aux armements sur fond de guerre froide. D'abord assistant du maire de Saint-Pétersbourg, il devient rapidement son homme à tout faire. Quiconque veut faire du business dans la ville doit passer par Vladimir Poutine. Un système de contrôle et de corruption qu'il perpétuera à l'échelle nationale. Sa loyauté sans faille le propulse jusqu'au Kremlin, aux côtés du président Boris Elstine. En l'espace de seulement 2 ans, il prend la tête du FSB, donc c'est le successeur du KGB tout simplement, puis il devient le Premier ministre en août 1999. Quelques mois plus tard, en décembre, Elstine, vieillissant et alcoolique, démissionne et désigne Poutine comme son successeur. Au pouvoir, Poutine a bâti son autorité sur 3 piliers: le contrôle absolu de l'information, la centralisation du pouvoir et un nationalisme exacerbé. Il s'est entouré d'anciens collègues du FSB à qui il a confié les postes stratégiques, créant un réseau de loyauté qui verrouille le système. Mais c'est en 2007, lors de la conférence de Munich sur la sécurité, que Poutine marque véritablement sa rupture avec l'Occident. Dans un discours cinglant de 30 minutes, il accuse les États-Unis de gouverner seuls et d'être responsable des problèmes du monde. Весьма признателен за приглашение на столь представительную конференцию, собравшую политиков, военных, предпринимателей, экспертов из более чем 40 стран мира. Формат конференции дает мне возможность избежать излишнего политеса и необходимости говорить округлыми, приятными, но пустыми дипломатическими штампами. Формат конференции позволяет сказать то, что я действительно думаю о проблемах международной безопасности. И если мои рассуждения покажутся нашим коллегам излишне полемически заостренными, либо неточными, я прошу на меня не сердиться, это ведь только конференция. Ce moment historique pose les bases d'une nouvelle Russie, déterminée à retrouver son statut de superpuissance et à contester l'ordre mondial dominé par l'Occident. Ce qui rend Poutine particulièrement redoutable, c'est sa capacité à jouer sur plusieurs tableaux simultanément. Diplomatie, force militaire, guerre de l'information et surtout un vaste système économique opaque qui ferait de lui l'un des hommes les plus riches du monde. Sa fortune, estimée à plus de 100 milliards de dollars, est dissimulée derrière des sociétés écrans. C'est précisément cette stratégie multidimensionnelle qui a des répercussions jusqu'à dans nos économies occidentales. Partie 2, la double guerre, c'est-à-dire l'Ukraine et l'influence globale de la Russie. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. La guerre en Ukraine représente la partie en fait visible de l'iceberg. Une guerre conventionnelle avec des chars, des missiles et des soldats, mais parallèlement,
Poutine mène une guerre bien plus subtile et tout aussi efficace, une guerre d'influence globale. Pour comprendre sa stratégie, il faut saisir sa psychologie. Vladimir Poutine est un nostalgique de l'URSS qui regrette profondément l'éclatement de cette superpuissance. Il pense encore comme l'espion qu'il était pendant la guerre froide, craignant en permanence le complot et l'invasion de son territoire par l'Ouest. Une peur historique présente en Russie qu'il a réinstallée dans les esprits de ses compatriotes. Sa stratégie d'influence s'articule autour de 3 axes puissants. Premièrement, la guerre de l'information. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont à plusieurs reprises produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Et donc j'ai considéré qu'ils n'avaient pas leur place, je vous le confirme, à mon quartier général. RT Sputnik est une véritable armée de trolls, des centaines d'employés travaillant 24 heures sur 24 dans des immeubles anonymes de Saint-Pétersbourg, qui diffusent des narratifs pro-russes à travers le monde, semant en fait le doute et la division dans les sociétés occidentales. Cette machine de propagande a même influencé des élections majeures, comme l'ont reconnu les services de renseignement américain concernant la présidentielle de 2016. Deuxièmement, les partenariats économiques stratégiques. La Russie consolide ses alliances avec la Chine, l'Inde, le Brésil et plusieurs pays africains, créant un bloc économique alternatif qui défie les sanctions occidentales. Au Moyen-Orient et en Afrique notamment, la Russie gagne du terrain en promettant son soutien militaire en échange de matières premières comme en Libye, en Centrafrique ou au Qatar. Troisièmement, le soutien à des mouvements politiques alignés sur ses intérêts. Des partis aux extrêmes du spectre politique reçoivent parfois un soutien direct ou indirect de Moscou, qui déstabilise encore davantage les démocraties occidentales. Le résultat, une Europe divisée, hésitante dans sa réponse et économiquement fragilisée. Mais comme nous le verrons, cette instabilité crée aussi des opportunités pour ceux qui savent les identifier. Face à cette stratégie, l'Occident a répondu par des sanctions économiques sans précédent. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Gel des avoirs russes, exclusion partielle du système SWIFT, embargo sur le gaz et le pétrole. Mais force est de constater que ces sanctions n'ont pas eu l'effet escompté. La Russie a fait preuve d'une résilience remarquable. Son économie s'est réorientée vers l'Asie avec un renforcement spectaculaire des échanges avec la Chine et l'Inde. Paradoxalement, c'est l'Europe qui semble souffrir le plus de ces sanctions, avec une inflation persistante, des prix de l'énergie en hausse et une instabilité économique qui fragilise ses marchés financiers et immobiliers. En Europe, l'inflation continue sa progression. Selon les chiffres d'Eurostat publiés ce mardi, le taux d'inflation dans la zone euro a battu un nouveau record en mai, atteignant 8,1% sur un an. Avec 5,8%, la France est relativement moins touchée que ses voisins européens. Il s'agit en effet du deuxième taux le plus faible de la zone euro derrière Malte. Les taux les plus élevés sont enregistrés dans les pays baltes qui ont été particulièrement exposés à la rupture de leurs liens commerciaux avec la Russie. L'inflation touche en premier lieu le secteur de l'énergie, mais la progression des tarifs de l'alimentation, y compris alcool et tabac, s'accélère aussi. L'augmentation rapide des prix touche en premier les ménages les plus modestes. Nous discutons de la nécessité de protéger les plus vulnérables, ceux qui sont le plus en difficulté pendant cette période. Il est également nécessaire que la protection sociale soit prise en compte dans les mesures prises par les gouvernements. Nous plaidons pour le dialogue, le rassemblement des dirigeants, des employeurs et des travailleurs pour trouver des solutions acceptables face à cette situation qui est sans doute très difficile. L'invasion de l'Ukraine par l'armée russe fin février, ainsi que les sanctions économiques occidentales contre Moscou, renforcent la flambée des prix et font craindre une chute brutale de la croissance dans toute l'Europe. Mais attention, ce qui semble être une faiblesse peut devenir une force pour les investisseurs bien préparés. Les périodes de turbulence ont toujours créé des opportunités pour ceux qui savent garder la tête froide. La France occupe une position particulière dans ce grand échiquier. D'un côté, elle soutient militairement
l'Ukraine et les sanctions contre la Russie. De l'autre, elle tente de maintenir un canal diplomatique ouvert avec Moscou. Cette position ambivalente reflète les défis auxquels la France est confrontée. Une dépendance énergétique encore significative, même si elle est moindre que celle de nos voisins allemands. Une économie fortement intégrée à l'Europe est donc vulnérable à ces soubresauts. Une guerre de l'information qui divise l'opinion publique et complique la prise de décision politique. Mais la France possède aussi des atouts considérables. Une politique énergétique relativement indépendante grâce au nucléaire. Un secteur immobilier historiquement résilient, une capacité d'innovation et d'adaptation qui nous permet de rebondir face aux crises. Alors, comment cette situation géopolitique affecte-t-elle concrètement l'immobilier en France? Commençons par les risques. La montée des taux d'intérêt, conséquence directe de l'inflation alimentée par les tensions énergétiques. Le repli potentiel des investisseurs étrangers face à l'incertitude européenne. Une possible fuite des capitaux vers des valeurs refuges comme l'or ou le dollar. Une inflation persistante qui érode le pouvoir d'achat immobilier des ménages. Mais cette situation crée aussi d'importantes opportunités. Un réajustement des prix dans certaines régions créant en fait des points d'entrée intéressants pour les investisseurs. Il y a aussi une forte demande locative, conséquence de la précarité accrue qui pousse le ménage vers l'allocation et qui l'empêche tout simplement d'acheter. Des opportunités uniques quand on est non-résident, qui nous disposons de revenus en devises étrangères stables, l'émergence de nouveaux marchés de niche comme le sont les lots commerciaux, les bureaux, les entrepôts, où en fait les ressources énergétiques sont directement à la charge du locataire. Regardons maintenant vers 2026, une année qui pourrait être charnière pour plusieurs raisons. D'abord, la Russie qui continue sa stratégie de long terme. En 2020, Vladimir Poutine a modifié la constitution russe pour pouvoir enchaîner tranquillement les mandats jusqu'en 2036, l'âge à laquelle il aura 83 ans. Peu d'affluence à l'ouverture des bureaux de vote dans la capitale. Les 110 millions d'électeurs russes ont toute une semaine pour se prononcer par référendum pour ou contre la réforme de la Constitution. Un scrutin qui a des allures de plébiscite. En remettant à zéro le nombre de mandats, la révision permettrait à Vladimir Poutine de rester au pouvoir jusqu'en 2036, soit 2 mandats supplémentaires à la tête du pays. Cette mainmise sur le pouvoir semble inébranlable. Il a obtenu plus de 87% des voix lors des dernières élections présidentielles, dans un contexte où les opposants sérieux sont systématiquement écartés, comme ce fut le cas par exemple pour Ekaterina Dountcheva et Boris Nadhansine lors du scrutin de mars 2024. La répression interne, déjà sévère avant la guerre, est passée à un niveau supérieur. Le climat de peur et de paranoïa dans lequel vivent les Russes est un puissant mécanisme de contrôle. La délation, pratique courante dans la Russie soviétique, est revenue au goût du jour. Dans la rue, dans les écoles, à l'hôpital, dans le métro, les Russes se surveillent les uns aux autres. Et se faire dénoncer peut coûter très cher, jusqu'à 8 ans de prison pour avoir simplement critiqué la guerre. Quant à ceux qui représentent une véritable menace pour le régime, l'histoire récente montre qu'ils sont impitoyablement éliminés. La menace nucléaire reste un outil de dissuasion, mais c'est surtout la guerre hybride qui s'intensifie. Cyberattaques, désinformation, pression économique. L'OTAN semble impuissante, divisée sur la question d'une intervention directe en Ukraine, et les sanctions économiques n'ont pas réussi à faire plier l'économie russe qui, en 2023, a même dépassé la croissance de la zone euro. Dans ce contexte géopolitique tendu, l'immobilier français pourrait devenir un véritable refuge stratégique à double titre. Refuge physique, offrant une stabilité et une sécurité dans un monde incertain. Refuge de valeur, protégeant le capital contre l'inflation et les turbulences financières. Et c'est là que réside l'opportunité majeure pour les investisseurs avisés, anticiper cette tendance et se positionner dès maintenant sur les actifs qui bénéficieront de cette nouvelle dynamique. Alors comment agir concrètement face à ces perspectives? La stratégie que je recommande s'articule autour de 3 axes. Premier axe, adopter une posture défensive, c'est-à-dire privilégier les actifs tangibles qui résistent à l'inflation. Deuxième axe, rechercher des investissements à cash flow positif dès le départ. Troisième point, diversifier géographiquement au sein même de la France. Choisir en fait les bons emplacements, des zones résilientes économiquement, moins dépendantes des fluctuations internationales, des villes moyennes avec un bon équilibre de qualité de vie et dynamisme économique, ou encore investir dans des zones à fort soutien et investissement public. Une autre solution, c'est la création de montages solides, tout simplement en structurant ces financements de manière
pérenne avec des taux d'intérêt fixes, mais les taux d'intérêt fixes pourraient vous protéger évidemment. Et puis il y a d'autres structurations de financement qui pourraient être intéressantes et donc qui sont à étudier. C'est aussi l'occasion de prévoir des réserves de trésorerie pour traverser d'éventuelles périodes difficiles. Vous pouvez également envisager des partenariats pour mutualiser les risques, c'est-à-dire des investissements en association. Pour conclure, il est certain que nous vivons une période de grande turbulence. Vladimir Poutine a démontré sa capacité à influencer le cours des événements bien au-delà des frontières russes et son impact sur l'économie mondiale est indéniable. Cependant, l'histoire nous enseigne que même les dirigeants les plus puissants finissent par se heurter aux réalités économiques. Et c'est précisément dans ces moments de transition que les plus grandes opportunités se présentent. Le marché immobilier français, grâce à sa stabilité historique et sa capacité d'adaptation, offre un terrain de jeu particulièrement intéressant pour les investisseurs qui savent regarder au-delà des turbulences actuelles. Tu vis à l'étranger, tu veux investir intelligemment dans ce contexte, voici ce que je recommande. Commence par identifier les villes françaises qui combinent résilience économique et dynamisme local. Ensuite, structure tes investissements avec des montages financiers solides qui te protègent contre la hausse des taux. Enfin, positionne-toi sur des biens qui répondent aux nouveaux besoins des Français. Efficacité énergétique, espace de télétravail, proximité des services essentiels, bien-être pour faciliter le télétravail, services rapides à disposition de tes logements. En fait, des biens immobiliers qui répondent aux besoins contemporains et actuels. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et surtout, qu'est-ce que tu penses de cette analyse? Est-ce que tu penses que la guerre Ukraine-Russie aura davantage d'impact sur l'immobilier en France? Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle analyse.